La vaccination pour toutes et tous, c'est humainement possible. Au cours de 50 dernières années, les vaccins essentiels ont sauvé au moins 154 millions de vies, soit 6 vies par minute, tous les jours, pendant 5 décennies. Madame, Monsieur, aujourd'hui nous faisons un pas de côté pour parler d'un sujet essentiel qui n'est pas dans le champ habituel. Nous parlons de la vaccination, et ceci dans le cadre de la journée de la semaine mondiale de la vaccination. Nous recevons donc pour vous sur ce plateau un spécialiste de la santé, le docteur Omekoko. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. Je vous en prie. Alors, vous êtes pédiatre, docteur Augustin Omekoko, vous êtes pédiatre. Je vous ai choisi parce que les vaccins généralement sont donnés dès la naissance jusqu'à pratiquement, la grande partie c'est pratiquement 5 ans, jusqu'à 5 ans pratiquement, il y a la grande partie des vaccinations. Et donc c'est aussi votre cible et voir au-delà en tant que patient. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est qu'un vaccin dans l'organisme humain? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et surtout, merci de votre invitation et de l'intérêt que vous avez accordé à ce sujet qui est aussi très important. Donc, nous allons échanger sur la vaccination. Alors, on commence par définir le vaccin. Qui dit vaccination, c'est vacciner, c'est donc donner du vaccin. Alors, le vaccin tire son origine du mot latin qu'on appelle vac. Vaca qui signifie vache. Ah, ok. Alors, nous allons peut-être y revenir un peu plus tard. Vaca qui signifie vache, pour faire la corrélation entre vaccination et la vache. Alors, le vaccin, c'est une substance biologique administrée à un organisme afin d'induire le système immunitaire et permettre à cet organisme de se défendre contre un agent pathogène, un micro-organisme. Alors cette action-là de donner, c'est ce qu'on appelle la vaccination. Alors je reviens à mon terme étymologique qui est vac. Vac. Vac qui signifie vache. Et c'est un fait historique. Nous sommes au XVIIIe siècle. En 1879, qu'un médecin anglais, docteur Jenner, Edward Jenner, qui était un chirurgien, pendant ce temps-là, il y avait une épidémie de la variole qui décimait toutes les populations à travers le monde. Et il n'y avait aucun produit pour mettre fin à cette maladie. Mais également, il y avait une maladie qui ravageait le vache. C'était une maladie infectieuse. Alors le docteur a fait un constat. Il a remarqué que les enfants qui étaient en contact avec le vache, qui vivaient dans les fermes, ne faisaient pas la variole. Alors il s'est mis à étudier. Et un jour, il a pu prendre, parce que la maladie infectieuse qu'on appelait la vaccine, qui venait de vaches, ou qui se transmettait de vaches aux enfants, se manifestait par des boutons, comme la gale. Alors il a décidé de prendre une maman qui avait cette maladie-là et recueillir les pus qui se trouvaient sur le corps de la maman, et il l'a inoculé, il a donné à un enfant de 8 ans. Et cet enfant a fait quelques jours, 2-3 jours, il a fait de la fièvre, et la fièvre sans traitement était partie, l'enfant était complètement guéri. Alors, il est allé au laboratoire, il a pris l'échantillon de la variole, il est venu administrer au même enfant. Et on a fait les examens, on a fait les tests, on n'a pas trouvé le virus de la variole dans l'organisme de cet enfant-là. Alors, il a compris que les sécrétions-là
était en train d'immuniser, donc de protéger les enfants contre la variole. Alors c'est comme ça qu'on a donné le terme de la vaccination, pour faire référence aux faits historiques de l'origine bovine. Donc c'est comme si la maladie de vache, mais qui en d'autres termes est arrivée au vaccin. Et donc le vaca, qui signifie vache, et c'est à travers cette vache-là qu'on a obtenu ce qu'on a appelé le vaccin. Mais celui qui a beaucoup plus parlé du vaccin, qui a respecté toutes les procédures qu'il faut pour mettre en place un vaccin, c'est le grand chercheur Louis Pasteur. Alors, un vaccin, c'est un médicament, c'est un supplément, c'est une substance extérieure injectée dans les corps. Vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, en médecine, nous avons 4 types de traitements. Nous avons ce qu'on appelle les traitements préventifs, nous avons ce qu'on appelle les traitements curatifs, les traitements symptomatiques et les traitements substitutifs. Tous les traitements que nous donnons se résument en ces 4 catégories. Alors, le traitement curatif, ça veut dire que on a fait les analyses, on a trouvé la maladie, on traite et ça guérit. Par exemple, la malaria. On va au labo, on trouve que vous avez la malaria, on vous donne un médicament contre la malaria et puis vous guérissez. Le traitement substitutif, c'est-à-dire qu'on remarque que vous avez un déficit dans l'organisme, peut-être de vitamines, on vous donne des vitamines et puis l'affaire est résolue. Le traitement préventif, c'est-à-dire avant que la maladie n'arrive, et puis on prend des précautions. Et le vaccin fait partie du traitement préventif. Parce que le vaccin, une fois dans l'organisme, va pouvoir accorder l'immunité qui est la protection. Pas l'immunité parlementaire, mais c'est ici on parle de l'immunité en termes de santé. Et j'ouvre une petite parenthèse pour peut-être mieux m'expliquer. C'est que le vaccin contient toujours un micro-organisme. C'est comme un microbe pour lutter contre un autre microbe. Donc, il contient dans tous les vaccins que vous avez, dans leur composition, vous avez un micro-organisme. Soit qui est en entier, soit qui est en partie, juste une partie de ce micro-organisme, donc du microbe au fait. Alors, pourquoi est-ce que on donne beaucoup plus des vaccins aux enfants dans la tranche des, on dit pratiquement 0 à 55 mois, ou quelque chose comme ça, plus ou moins des 0 à 1 à 5 ans? Alors, nous avons ce que nous appelons le calendrier vaccinal, qui va de la naissance jusqu'à 9 mois, et actuellement avec l'évolution, on va jusqu'à même à 15 mois. Pourquoi on donne? Parce qu'on est en train de cibler certaines maladies qui peut-être ne peuvent pas trouver, qu'on ne peut pas trouver le remède avec les médicaments habituels. Alors, les traitements préventifs vaut mieux que les traitements curatifs. Comme on dit toujours, prévenir vaut prévenir que guérir. Oui. Alors, à ce moment-là, on donne à la naissance. À la naissance, actuellement dans notre pays, je parle beaucoup plus de notre pays, nous luttons contre plusieurs maladies, notamment la tuberculose, la poliomyélite, les hépatites, les rotavirus, la rougeole, la fièvre jaune. Ce sont des maladies qui sont évitables par le vaccin. Alors, à la naissance, l'enfant, quand il naît, il n'a pas une barrière immunitaire. Il est fragile. Il est très fragile. Et parce qu'il est fragile, nous vivons dans un pays où la tuberculose bat le record. On ne connaît toujours pas les statuts des mamans qui viennent accoucher. Alors, qu'est-ce qu'il faut? À la naissance, on donne la première dose de vaccin qu'on appelle le BCG.
Bacille Calmette Guérin, qui lutte contre la tuberculose. Un vaccin peut lutter contre une maladie. On l'appelle un vaccin monovalent. Il peut lutter contre 2 maladies, il est bivalent. Il peut lutter contre 5 maladies, on l'appelle pentavalent. Ce sont des termes dans le jargon des gens qui manipulent les vaccins. Mais peut-être on y reviendra par rapport au type de vaccin que nous avons. Les types de vaccins. Alors maintenant, étant donné que la maman donne une partie des anticorps à son enfant, mais ce n'est pas suffisant, parce que ces anticorps-là ont les délais. Alors il faut faire le relais pour couvrir. Les délais, c'est-à-dire après la naissance, il y a un délai pendant lequel voilà. les nourrissons profitent des anticorps de sa mère. De sa mère, par exemple le tétanos, par exemple la diphtérie, par exemple la coqueluche. Ça veut dire qu'en amont, il y a déjà la vaccination avant l'accouchement ou comment? Pour les mamans? Non, notre organisme, parce que la maman, en étant adulte, est supposée avoir suivi un calendrier vaccinal. Évidemment. Voilà. Il a déjà un système immunitaire assez fort pour combattre certaines maladies. Et les bébés qu'il porte, il lui confère certains anticorps. Et ces anticorps-là ne vont pas rester pour l'éternité chez le bébé. C'est pourquoi je vous ai cité un certain nombre de maladies, diphtérie, tétanos, coqueluche, tout ça. La mère donne un peu les anticorps à son bébé, mais ces anticorps-là ne vont rester que pour 6 semaines. Voilà pourquoi après 6 semaines, on invite l'enfant pour venir lui donner le vaccin contre le pentavalent. Donc, il y a 5 maladies. Tétanos, diphtérie, et les hépatites, coqueluche, et puis l'hémophilus et influenza. Alors, on fait le relais. Il va prendre le relais et il va prendre ça pendant 3 doses. C'est comme ça, c'est pour essayer de faire une couverture optimale du bébé. Et donc, à la naissance, on donne contre la tuberculose, le BCG, et on donne une première dose du vaccin contre la poliomyélite. C'est juste pour induire, parce qu'il n'a aucun système, aucun anticorps, on lui donne la première dose là pour l'induction du système immunitaire. Parce qu'il en recevra 3 prochaines doses. Et jusqu'à 9 mois, on clôture avec le vaccin de la rougeole et de la fièvre jaune. Ce sont des vaccins qui confèrent une immunité définitive. Ça veut dire que quand on vous l'a vacciné, ça sera difficile qu'on y revienne. Que vous fassiez cette maladie dans sa forme grave. Voilà que, et à 15 mois, on fait un petit rappel de la rougeole, parce que jusqu'à présent, notre pays ne s'est pas encore clairement débarrassé de la rougeole. Et on répète à 15 mois. La question que je veux vous poser, c'est cette vaccination néonatale est particulière à chaque zone ou chaque pays. Je veux dire, si en RDC, on donne par exemple le BCG, est-ce qu'ailleurs on fait pareil dans un pays comme la France ou, je ne sais pas moi, les Cameroun? Alors, le BCG, c'est un vaccin contre la tuberculose, comme je l'avais dit tantôt. Oui. Mais tous les pays du monde n'ont pas la même endémicité de la tuberculose. Vous voyez? Alors, chaque pays a un calendrier vaccinal qui est adapté à ses réalités épidémiologiques. C'est vraiment adapté. Vous voyez? Alors, ce qui fait que vous pouvez aller peut-être dans certains pays, vous ne trouvez pas qu'ils donnent le BCG à leurs enfants. J'ai pris par hasard BCG, mais aujourd'hui la tuberculose est une maladie pratiquement mondiale. On peut le trouver un peu partout et vous trouverez dans chaque calendrier au moins le BCG à la naissance. Vous trouverez également l'induction de vaccins contre la poliomyélite à la naissance. On l'appelle
VPO 0, c'est-à-dire la dose d'induction pour la poliomyélite. On ne s'est pas encore totalement débarrassé de cela. Alors, vous disiez que on va jusqu'à 9 mois et puis actuellement, c'est même 15 mois. Oui, jusqu'à 15 mois. Et là, on donne le même pentavalent 3 fois ou bien comment? Alors, pour aider l'ensemble des téléspectateurs, voici notre calendrier vaccinal. À la naissance, on donne la dose de BCG et VPO pour l'induction. Et puis, à 1 mois et demi, quand l'enfant a 1 mois et demi, on donne la première dose de pentavalent. On donne la première dose de PCV13, c'est contre la pneumonie. Contre la pneumonie. Et puis on donne la première dose de rotensil, c'est contre les rotavirus. Les rotavirus, c'est un virus qui est responsable des diarrhées chez les enfants de moins de 5 ans. Les enfants qui font des diarrhées aqueuses, comme de liquide, tout ça, c'est les rotavirus. Et au regard des conséquences des diarrhées, on a dit trouver un vaccin pour essayer de limiter un peu les dégâts de ces virus-là. Et à 2 mois et demi, quand l'enfant a 2 mois et demi, on lui donne la deuxième dose de tous ces vaccins-là. À 3 mois et demi, on lui donne la 3e dose. Et puis, on s'arrête à ce niveau-là. Et on va attendre 9 mois pour lui donner la rougeole et la fièvre jaune. Le reste, ça sera des rappels. C'est comme ça que c'est important que je vous parle de types de vaccins pour que vous compreniez pourquoi d'autres vaccins, on les donne 1 fois et d'autres, on donne 2 fois. Oui, justement. On donne 2-3 fois dans un calendrier. Alors, ceci étant dit, nous avons 3 types de vaccins selon la composition de l'élément qui compose le vaccin. Mais on peut trouver les autres types selon les modes d'administration, où il y a les vaccins injectables et puis les vaccins buvables. Il y en a aussi. Mais selon la composition, parce que c'est là où c'est très important, nous avons le premier type, selon la composition, nous avons les vaccins qu'on appelle les vaccins vivants, atténués. Vivants ou atténués. Ces types de vaccins, ce sont des vaccins où l'on trouve l'entièreté du micro-organisme. Il est dans son entièreté dans le vaccin. C'est par exemple lesquels? Et il est vivant. Par exemple, BCG. Ok. Le microbe est vivant. Mais au laboratoire, on a bloqué son côté virulence. C'est-à-dire qu'il ne va plus causer du tort lorsqu'on l'administre. L'avantage avec le vaccin vivant, c'est que ça ne demande pas qu'on répète plusieurs doses. Parce qu'il est vivant, il confère une immunité optimale et durable, parfois même définitive. C'est ça l'avantage des vaccins vivants. C'est comme BCG. C'est comme ça que vous verrez dans notre calendrier, vous ne verrez pas qu'on répète le BCG. C'est à cause de cela, parce que c'est un vaccin vivant. Alors, mais ce vaccin, on ne peut pas lui donner à une femme enceinte. Pourquoi? Parce que déjà la grossesse, c'est un état de baisse de l'immunité. Or, si vous êtes en état de baisse de l'immunité, on ne peut pas donner le vaccin parce que c'est un microbe qu'on est en train de vous administrer au moment où le système de défense est précaire. Et à ce moment-là, le microbe qui pouvait être inoffensif va le devenir parce que le boulevard est là. C'est comme ça qu'on ne peut pas le donner. Ou quelqu'un qui a une maladie chronique, on ne va pas lui donner un vaccin vivant. Le deuxième type de vaccin, c'est le vaccin tué. C'est-à-dire l'entièreté de microbes est là, mais on l'a tué. Et là, c'est comme lesquels? Là, c'est comme on a la polio, on a par exemple la polio. Et c'est pourquoi celui-là, il est répétitif. C'est comme ça qu'il est, vous l'avez bien compris, messieurs les journalistes. Alors, il est répétitif justement parce que il n'a pas la même carrure que le vaccin vivant. Alors, il faudrait qu'on puisse se répéter. Et cette répétition, c'est ce qu'on appelle, ça va même aller jusqu'à donner ce qu'on appelle le rappel.
Il y a la différence entre rappel vaccinal et rattrapage du vaccin. Et c'est quoi la différence? Alors, la différence, c'est que le rappel survient après la primo-vaccination. Vous voyez, polio, on a donné 3 fois. Ça, c'est la primo-vaccination, c'est-à-dire au cours de la première année de l'enfant. Et ça va nécessiter que 5 à 6 mois après, on fasse un rappel de ce vaccin-là. Ça, c'est le rappel. On rappelle au système immunitaire pour qu'on ait une immunité secondaire qui est durable. Alors, les rattrapages, c'est pour ceux qui ont raté. C'est pour ceux qui n'ont pas été vaccinés. Ouais, oui. Donc, il n'a pas respecté son calendrier et on adapte un calendrier par rapport, c'est pour le rattrapage. Donc, c'est ça, les vaccins tués. Mais le rattrapage ne pose pas un problème à l'organisme, vu que, visiblement, il y a un délai à respecter entre les différentes séances ou les 3 séances. Pas du tout, parce que quand on fait le rattrapage, c'est-à-dire que à l'âge où on trouve l'enfant, il peut récupérer son calendrier. Ça, c'est prévu. Et ça, si il n'a pas de contre-indications, comme j'ai donné en cas de grossesse, en cas de tout, et puis à ce moment-là, il peut bien respecter son calendrier vaccinal. Évidemment, ça peut perturber un peu. Oui, oui. Parce que justement, à un moment, on a semblé parler beaucoup d'enfants zéro vaccin qui s'est retrouvé dans des contextes où, surtout avec les conflits, de leur naissance jusqu'à pratiquement à plus de 9 mois, ils n'avaient pas été pris en charge pour la vaccination à cause parfois des déplacements des populations, ainsi de suite. C'est à ces gens d'ailleurs, vous m'avez coupé l'herbe sous la barbe. Ah, mais je vous en prie. C'est justement à ces gens-là qu'on organise le rattrapage. C'est autorisé. D'accord. C'est à ces gens-là qu'on peut organiser le rattrapage. Alors, le troisième type de vaccin, c'est le vaccin sous-unitaire. C'est-à-dire que l'organisme n'est pas en entier. On a pris une partie, par exemple l'ADN du microbe, qu'on va traiter au niveau du laboratoire pour le rendre encore beaucoup plus utile et prêt à être utilisé pour combattre une infection. Et là, ce sont des techniques de génie génétique. Ça, c'est vraiment des labos qui sont suffisamment spécialisés. Par exemple, les vaccins contre les hépatites, ce sont des vaccins sous-unitaires. Alors, et les vaccins sous-unitaires et les vaccins tués, les deux types-là nécessitent un rappel. Donc, il faut qu'il y ait une primo-vaccination et puis un rappel. D'accord. Alors, tout cela, est-ce que le fait que les vaccins soient un micro-organisme n'apporte pas de l'eau au moulin à certaines personnes qui considèrent que se faire vacciner est contre-indiqué ou contre nature? On a vu beaucoup certaines sectes, églises, mouvements qui sont contre la vaccination. Vous avez tout à fait raison. Mais sur le plan scientifique, le vaccin est constitué d'un micro-organisme. Mais ce micro-organisme est passé par le laboratoire. Pourquoi il passe par le laboratoire? Justement, c'est pour anéantir la portion virulence, d'agressivité là, au microbe, pour que on reste uniquement avec une portion qui est inoffensive. Mais c'est comme ça qu'on doit être prudent. Malgré ce traitement-là, lorsque quelqu'un est en déficit immunitaire, des infections graves, VIH, les infections, les cancers, certains cancers, un état d'immunité. En cas de grossesse, on ne donne pas n'importe quel vaccin à ces catégories de gens. Même en cas de malnutrition, parce que la malnutrition crée une baisse sensible du système immunitaire. Et donc, les anticorps n'y sont pas. Et ce microbe-là
peut, en vouloir mettre une action, créer des situations qui mettraient en péril l'organisme. Mais alors aujourd'hui, il y a des parents qui développent une forme d'aversion, des résistances pour que leurs enfants ne soient pas vaccinés. Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer? Non, peut-être c'est un problème d'information. Le vaccin, d'ailleurs, quand vous voyez les avantages de la vaccination, déjà le fait que c'est un traitement qui a atteint un grand nombre au même moment, c'est un traitement qui agit là où les antibiotiques et les antirétroviraux sont inactifs. Le vaccin agit, c'est l'un des avantages. Le vaccin agit pour conférer une immunité définitive, c'est-à-dire ça peut vous protéger définitivement contre les maladies potentiellement graves. Mais également le fait de sa gratuité. Aujourd'hui, tous les vaccins sont gratuits parce que c'est subventionné par l'État ou par l'OMS qui est le partenaire privilégié de plusieurs États. Alors, vacciner son enfant, lorsqu'on aime son enfant, on doit accepter les vacciner parce qu'une fois que le vaccin... Pourquoi on met les microbes dans l'organisme? Ce microbe-là, c'est justement parce que notre organisme fonctionne comme un système de défense. Il a des militaires que nous appelons les anticorps. Mais ces anticorps-là doivent être induits ou stimulés pour venir protéger la parcelle qui est l'organisme. Alors quand on met par exemple les microbes de la tuberculose dans l'organisme, l'organisme va produire les anticorps qui naturellement doivent combattre la tuberculose. Et ils vont venir pour capter la structure, la morphologie de ce microbe qui est arrivé là comme un corps étranger. Ils vont garder sa mémoire. Comme ça, lorsque vous allez être en contact réel avec le microbe de la tuberculose, il va trouver déjà un système de défense qui n'attend que ce microbe-là pour l'attaquer jusqu'à son dernier épanchement. Donc ils sont programmés. Ils sont programmés déjà. Comment ils sont programmés? Parce qu'ils ont déjà mémorisé la structure. Non, il a telle structure, voici comment il peut se défendre, voici comment... Comme ça, dès qu'on voit son passage dans le sang, ok, on les met, parce qu'on l'a déjà maîtrisé. On a déjà maîtrisé son parcours. C'est comme ça que tous les vaccins agissent. Okay. Donc, ils vont faire appel aux anticorps de l'organisme. L'organisme doit produire, doit fabriquer les anticorps qui vont venir vous protéger justement contre cette maladie. Parce qu'ils seront là. Ils sont déjà produits, ils seront là. Au cas où il y a agression, à ce moment-là, ils se déchargent contre lui et puis vous êtes protégé. Donc, on ne le dira jamais assez aux parents. Vacciner, c'est protéger. Vacciner, c'est aimer. C'est aimer, justement. Donc, si vous aimez votre enfant, oui, il faut le faire vacciner absolument. Absolument. Mais les anecdotes du genre, les enfants qui grandissent dans la brousse, loin de la vie des citadines, grandissent mieux et n'ont pas besoin de la vaccination. Bon, ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin de la vaccination, mais moi je n'ai jamais donné raison à ces gens-là. Que non, ils peuvent grandir sans être vaccinés. Ils y sont encore protégés parce qu'ils ne sont pas encore entrés réellement en contact avec les maladies contre lesquelles le vaccin agit mieux. C'est comme ça qu'on suppose qu'ils sont bien protégés. Puisque vous allez trouver un enfant dans un village, bon, ils sont loin peut-être de certaines épidémies. Ils ne sont peut-être qu'à 2-3 dans un village. Contrairement dans des grands centres cosmopolites où il y a des maladies transmissibles avec le contact. Et à ce moment-là, nous sommes exposés à développer l'une ou l'autre maladie. Et donc, il faut vacciner. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la politique de vaccination aujourd'hui, parce que le calendrier vaccinal est élaboré par le programme élargi de vaccination, le PEV.
Alors la politique aujourd'hui, c'est d'atteindre tous les enfants. Parce que la cible de la vaccination, les enfants et les adultes, mais beaucoup plus les enfants qui sont des êtres en pleine croissance. C'est de les atteindre. C'est pour cette politique qu'il est protégé. Oui. Et étant donné que le pays est grand, bon, on a... Justement, est-ce que dans la pharmacopée traditionnelle congolaise, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vaccin qui existe. Mais pourquoi est-ce que... parce que là, les vaccins ont aussi une invention de la civilisation occidentale. Comment les parents qui ont existé avant l'arrivée des vaccins s'en sortaient? Je vous ai donné un exemple de la variole au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, s'il vous plaît, il y avait déjà la variole qui décimait les populations et il n'y avait aucun produit. Et c'est comme ça que les chercheurs s'étaient mis C'était pas en Afrique en ce moment-là, enfin au Congo. C'était à travers le monde. C'était à travers le monde. C'est comme ça qu'on est parvenu jusqu'à identifier c'est quoi le vaccin. Mais ces grands-parents-là étaient où? Quand on voyait que tout le monde presque périssait dans cette maladie de la variole. Je pense qu'en 1800, on commençait à peine à découvrir le Congo. Vous voyez un peu? Oui. Alors, lui, Pasteur est venu parler du vaccin parce qu'il y a la rage qui décimait toutes les communautés au niveau de la partie occidentale. Lui, c'est un Français. Alors, au niveau de la partie occidentale. Et les gens mouraient comme des mouches. Mais lui, au moins, a réussi à pouvoir expérimenter, parce qu'il a expérimenté déjà les vaccins chez les souris. Il a eu le courage de sauver l'enfant d'une mère qui pleurait, qui a dit que je suis à la recherche du puissant médecin qui guérit presque toutes les maladies. Et il a pris la décision de pouvoir lui donner le produit qu'il administrait aux souris. Il a donné à son fils qui était sauvé de la rage. Et on a dit qu'on a identifié le vaccin antirabique. Et donc, dans quelles conditions nos parents là mouraient? On ne sait pas. Peut-être qu'ils mouraient de certaines maladies qui pouvaient être évitées par le vaccin, mais comme les recherches n'étaient pas encore trop poussées, alors les gens ne mouraient. Donc c'est difficile que l'on dise que en pharmacopée, on peut... Parce qu'il s'est traité avec la pharmacopée, on le veut bien. Mais en termes de vaccination, je pense que même les recherches, même à peine, aujourd'hui, on continue à chercher le vaccin de plusieurs maladies. Alors, dites-nous, à part après 9 ou 15 mois, y a-t-il d'autres vaccinations qui viennent, d'autres vaccins qui viennent, qui concernent les enfants et voire les adultes? Oui, il y a des vaccins qui... Mais à ce moment-là, on essaie de s'adapter par rapport aux épidémies. Par exemple, lorsqu'on a eu le problème de coronavirus. Quand on a eu le problème de coronavirus, voilà que tous les laboratoires de recherche s'étaient ouverts pour essayer de trouver le vaccin. Et on a eu ce qu'on a donné aux gens, c'était les adultes. Oui. On a donné aux adultes. C'est dans les contextes. Là, ça devient un peu contextuellement parce qu'on suppose que dès le bas âge, vous aviez déjà une bonne base immunitaire. Maintenant, il faut voir par rapport au contexte, aux maladies qui sévissent avec l'évolution. Et à ce moment-là, on peut mettre en place un vaccin. Donc, les adultes sont concernés par le vaccin aussi. Et après 15 ans, les enfants poursuivent aussi ou pas? Si, les enfants peuvent poursuivre. Aujourd'hui, je vais peut-être vous choquer. Aujourd'hui, nous avons par exemple les hépatites. Les hépatites virales, aujourd'hui, sont en train de tuer en petit feu, surtout dans notre pays. Et d'ailleurs, je vous informe que nous avons maintenant un programme national de lutte contre les hépatites virales. J'en suis cadre là-bas. Et avec les archives, les recherches, on a trouvé que les hépatites sont en train de tuer à petit feu. Et on veut beaucoup plus aller dans la prévention. Ça veut dire aussi bien les enfants et les adultes. Il faudrait que le vaccin contre l'hépatite concerne tout le monde aujourd'hui.
parce que ça tue à petit feu. Donc on est dans la prévention. Et tous les mécanismes sont en train d'être mis en place pour essayer de pouvoir rendre cela possible. Peut-être pour terminer, on dirait que dans la tranche des 0 à 5 ans, on semble attacher une attention particulière à la santé de l'enfant. Pourquoi cette période? Oui, mais cette période, c'est une période de fragilité. C'est une période où un être humain... Les enfants, ce sont des êtres humains en croissance, aussi bien immunitaires et tout consort. Je vous ai dit qu'à la naissance, il y a certains anticorps qui sont directement transmis de la mère à l'enfant. Par exemple, les anticorps contre la rougeole, avec une validité d'au moins 6 mois. 6 mois. Donc après 6 mois, l'enfant n'est plus protégé contre la rougeole. Voilà pourquoi, les mois qui suivent, on lui donne un vaccin contre la rougeole. Alors, c'est en quelque sorte une façon de pouvoir répondre à ces besoins-là, de l'immaturité de plusieurs systèmes chez l'enfant. Un enfant à moins de 5 ans est beaucoup plus fragile qu'un adulte, parce qu'il a tout en reconstruction. Tout est vraiment à construire chez lui. C'est comme si on était en train de poser la fondation. Voilà, tout ça. Oui. Donc voilà, c'est comme ça que on se déverse beaucoup plus chez l'enfant. Et d'ailleurs, quand un enfant a bien suivi son calendrier vaccinal, à l'âge adulte, il fera moins de maladies, surtout infectieuses, virales ou bactériennes, qui sont d'envergure mortelle. Voilà pourquoi on s'acharne beaucoup plus chez les tout petits. Alors, on va terminer par là. C'est les couples mère et enfant. On en parle beaucoup aussi dans les cas de la vaccination. Pourquoi? Les couples mère et enfant. On dirait que les deux sont liés quelque part. Justement, dans le développement intra-utérine de l'enfant, l'enfant, avant sa naissance, est intimement lié à sa mère. Et il dépend de presque tout de sa maman. Il dépend de l'oxygène que vous et moi vous respirez, il dépend de sa mère, via les cordons ombilicaux. Alors, il dépend même les matières nutritives et tout ça, il dépend de sa mère. Alors, si la maman n'est pas en bonne santé, ça aura des effets néfastes sur son futur nouveau-né, sur le fœtus, dans son développement même. Voilà pourquoi on insiste, il y a certains vaccins que l'on met en place chez les femmes enceintes. Il y a des femmes enceintes qui viennent peut-être, ou bien les femmes en âge de procréer, comme les vaccins contre le tétanos. Justement parce qu'on est en train de préparer une future mère. Même si elle n'est pas enceinte, on peut lui donner le vaccin contre le tétanos. À un certain moment, on suivait même les élèves dans des écoles pour essayer, ceux qui ont plus de 15 ans, pour essayer de piquer. C'est pour justement préparer l'organisme à pouvoir protéger le futur fœtus qui est en train de venir. Les vaccins aujourd'hui contre les hépatites, c'est couple mère et enfant. Parce qu'on ne sait jamais, il faut protéger. Il faut qu'on se rassure également que la maman ne peut pas à un certain moment contacter des maladies graves comme la tuberculose, et il pourra à la naissance, au moment de l'allaitement, le faire à son enfant. Et donc, vacciner une mère, c'est indirectement protéger son futur bébé. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. C'est vrai que c'était pratiquement une leçon. J'espère qu'elle nous a été utile pour stimuler les parents à amener leurs enfants à la vaccination. Au revoir et à bientôt.